L'attaque n'était pas destinée à tenir le terrain. Elle était destinée à briser la perception. Dans la nuit, une position militaire au nord du Burkina Faso a été frappée. Communication fragmentée, renforts envoyés dans l'obscurité, des chiffres circulant avant même que le silence ne retombe. Mais le chiffre n'était pas la cible, la confiance l'était. Ibrahim Traoré l'avait déjà dit, le Burkina Faso ne louera pas sa souveraineté. Il ne mendiera pas le droit de défendre son propre sol. Ce n'est pas une phrase émotionnelle, c'est une ligne stratégique, et chaque ligne stratégique appelle un test. Quand un dirigeant affirme qu'il paiera le prix de l'indépendance, ceux qui veulent l'échec ne protestent pas. Ils mesurent le coût, puis ils frappent. Les premières heures ont divisé l'histoire en deux versions. Celle que l'on pouvait vérifier et celle que l'on voulait croire. Dans cet espace, la confusion devient une arme. Un nombre répété devient une vérité provisoire. Une rumeur devient perception. Et la perception, en zone de conflit, agit plus vite que les balles. Ce type d'opération suit une logique précise, frapper vite, créer le choc, capturer l'attention mondiale, puis se retirer avant consolidation. L'objectif n'est pas l'occupation permanente, l'objectif est psychologique. Faire douter, faire hésiter, forcer une réaction sur un calendrier que l'État n'a pas choisi. La question n'est donc pas ont-ils pris le territoire? La question est ont-ils tenté de prendre le récit? Parce qu'une armée sous pression peut absorber une attaque, mais un État qui perd la confiance perd bien plus qu'une base. À l'aube, le récit avait déjà explosé au-delà du nord du Burkina Faso. Des images floues, des voix paniquées, des chiffres contradictoires. Et en quelques heures, le mot attaque majeure dominait les écrans. Pas seulement au Sahel, à l'international. C'est là que se joue la vraie bataille. Dans les premières heures après une frappe armée, l'environnement informationnel devient un champ de guerre. Une personne publie un nombre, une autre le répète. Puis le doute disparaît. Ce qui était provisoire devient certitude collective. Ce mécanisme ne protège ni les civils ni la vérité. Il amplifie l'effet recherché, car ce type d'opération n'est pas improvisé. Ce n'est pas une explosion de colère. C'est une démonstration calibrée. Frapper une position militaire fortifiée n'est pas le choix le plus simple. S'il s'agissait seulement de tuer, des cibles plus vulnérables existeraient. S'il s'agissait de conquérir, il faudrait rester, tenir, administrer. Mais ici, la logique est différente. Converger rapidement. Rompre les communications. Créer la confusion. Forcer des renforts dans l'obscurité, puis se retirer avant la consolidation. C'est une opération frappée et se retirer, son rendement n'est pas territorial. Il est symbolique. Elle pose une question toxique qui contrôle vraiment la zone. Et cette question voyage. Elle s'infiltre dans les marchés, dans les casernes, dans les foyers, dans l'esprit des jeunes hommes qui observent qui semblent forts et qui semblent vulnérables. Quand une base est touchée, le message dépasse le sable. Il dit aux communautés rurales que l'État peut être atteint. Il dit aux soldats qu'ils sont observés. Il dit au leadership que la transition sera testée. Et il dit au monde extérieur, la région reste coûteuse. Ce n'est pas un hasard, c'est un signal. La vraie lecture commence quand on cesse de compter les chiffres et qu'on commence à observer le schéma. Le lieu n'était pas un simple point sur une carte, c'était un corridor. Le nord du Burkina Faso n'est pas qu'une direction géographique, c'est un passage, un espace qui relie des routes vers le Mali et le Niger, des routes anciennes, des routes poreuses, des routes où la mobilité vaut plus que la possession. Dans cet espace, l'État défend des points fixes, bases, checkpoints, routes d'approvisionnement, villes. Les groupes armés, eux, exploitent l'espace fluide. Petites unités, motos rapides, retrait transfrontalier. Quand une position militaire est frappée dans ce corridor, le message dépasse la base. Il teste la couture fragile des frontières. Il mesure la vitesse de réaction. Il observe si la pression peut se diffuser au-delà du point d'impact.
Et le timing n'est jamais neutre. Le Burkina Faso traverse une phase de recalibrage sécuritaire, plus de mobilisation domestique, plus d'intégration locale, moins de dépendance aux anciens modèles externes. Ce pivot n'est pas émotionnel, il est structurel. Mais toute restructuration crée des coutures temporaires, chaînes de commandement ajustées, protocoles de communication en transition, coordination entre forces régulières et auxiliaires en apprentissage. Dans ces moments, les adversaires ne dorment pas, ils sondent. Ils cherchent le décalage entre l'unité proclamée et l'unité opérationnelle. C'est ce qu'on appelle un stress test. Un stress test ne vise pas à gagner pour toujours. Il vise à forcer l'erreur, à accélérer la réaction, à provoquer la confusion. La métrique décisive n'est donc pas le premier chiffre diffusé en ligne. C'est l'horloge de réponse. Combien de temps avant que les communications soient rétablies? Combien de temps avant que les renforts soient coordonnés? Combien de temps avant qu'une ligne publique claire stabilise la perception? Si l'horloge se resserre au fil des semaines, le système se durcit. Si les retards s'accumulent, la pression se répète. Et chaque répétition augmente le coût politique, car lorsque la perception d'instabilité s'installe, elle ne reste pas locale. Elle voyage vers les marchés, vers les budgets sécuritaires, vers les débats internationaux. Une attaque dans un corridor peut sembler lointaine, mais l'instabilité moderne ne respecte plus la distance. Chaque heure d'incertitude est payée par quelqu'un qui ne porte pas d'uniforme. Imaginez Issa. Pas un ministre, pas un soldat. Un père qui transporte du grain et du carburant sur sa moto. Quand une base est attaquée près du corridor, sa première pensée n'est pas idéologique. C'est la route. Si la route semble dangereuse, les commerçants ralentissent. Si les commerçants ralentissent, les prix montent. Si les prix montent, la tension s'installe. La peur devient une taxe invisible. Plus de carburant payé, plus d'heures perdues, plus de checkpoints imprévus, plus de rumeurs que d'informations. Et quand la peur taxe une communauté trop longtemps, elle commence à réécrire les comportements. Un commerçant paye une redevance non officielle pour éviter les ennuis. Un chauffeur choisit un détour plus long. Un père dit à ses enfants que tout va bien alors que la nuit ne dort plus. C'est ici que la stratégie de Traoré entre en tension. Son approche repose sur une défense élargie, mobilisation locale, présence accrue, réduction des zones où l'État est absent. Sur le papier, la logique est puissante. Les réseaux armés prospèrent là où l'État est mince. Donc on élargit la présence. Mais une défense distribuée est une arme à double tranchant. Elle apporte de l'intelligence locale, des yeux qui connaissent le terrain, des alertes précoces, à condition que l'information circule. Si la synchronisation échoue, les failles apparaissent, et dans une insurrection, une faille n'est pas une faiblesse abstraite, c'est une invitation. Une attaque contre une position militaire devient alors un scanner stratégique. Elle révèle si le système fonctionne comme un corps coordonné ou comme des fragments dispersés. L'alerte est-elle montée assez vite? Les renforts ont-ils suivi un protocole clair? La communication a-t-elle tenu ou cédé? Car le véritable enjeu n'est pas la base en elle-même, c'est la vitesse à laquelle la normalité revient. Et restaurer la normalité n'est pas un geste symbolique. C'est une opération stratégique. Ce qui vient après une attaque révèle plus que l'attaque elle-même. Pas les discours. La structure. Si un système veut se durcir au lieu de se fissurer, il doit agir sur 6 leviers précis. Premier levier, resserrer l'horloge de réponse. Dans les premières heures, perdre la clarté est plus dangereux que perdre une position. Radio saturée, message contradictoire. Rumeurs plus rapides que les ordres. La priorité devient la redondance des communications. Canaux alternatifs, protocole d'escalade clair. Discipline dans le reporting. Car si l'alerte meurt au niveau local, le centre devient aveugle. Deuxième levier, synchroniser forces régulières et auxiliaires. Une défense élargie peut multiplier les yeux, mais sans standard commun. Elle multiplie aussi les incohérences. Qui tient?
qui renforce, qui sécurise les routes. Une architecture distribuée exige un manuel unique. Sans cela, l'ennemi frappe entre les pages. Troisième levier, redessiner la géométrie des renforts. Les groupes armés étudient les habitudes, les routes empruntées, les délais prévisibles, les zones de ralentissement. Une réponse stratégique cassée routine. Itinéraire alternatif. Déploiement fragmenté. Élément rapide capable d'intervenir avant la fin du cycle, frapper et se retirer. Si la géométrie change, la répétition devient risquée. Quatrième levier, fusionner le renseignement. Dans beaucoup de conflits sahéliens, l'information existe mais reste dispersée. Un village remarque un mouvement. Un volontaire entend une rumeur. Une patrouille observe une trace. Tant que ces signaux ne convergent pas, ils restent anecdotiques. La fusion transforme des fragments en alertes précoces. Sans fusion, l'ennemi conserve l'initiative. Cinquième levier, exercer une pression sur le corridor, pas seulement sur la base. Si le nord fonctionne comme espace de mobilité, la défense statique ne suffit pas. Il faut contraindre les routes, perturber les chaînes logistiques, coordonner avec les voisins, pas pour transformer les frontières en murs, mais pour réduire l'oxygène opérationnel. La mobilité est la respiration d'une insurrection. Si elle ralentit, le tempo baisse. Sixième levier, protéger la vie civile comme stratégie centrale. Rouvrir les marchés, maintenir les écoles, sécuriser les cliniques. Chaque service qui fonctionne retire un argument aux recruteurs armés. Chaque corridor commercial sécurisé réduit la peur. La sécurité n'est pas seulement militaire, elle est économique, psychologique, sociale. Aucune de ces mesures ne promet un silence immédiat des armes. Les insurrections ne s'éteignent pas en ligne droite, mais elles changent de rythme. Et c'est là que le regard doit s'élargir. Le Burkina Faso n'agit pas isolément. Le Nord touche le Mali, les touche le Niger. L'alignement AES n'est pas qu'un symbole politique. C'est une tentative de posture régionale nouvelle, et toute nouvelle architecture traverse une phase instable avant de se stabiliser. Les adversaires testent cet espace intermédiaire. Ils cherchent l'écart entre l'unité déclarée et l'unité réelle. Si la coordination transfrontalière se resserre, l'attaque deviendra un test absorbé. Si elle reste fragmentée, elle deviendra un précédent. La question n'est donc pas seulement que s'est-il passé cette nuit-là. La question est le système apprend-il plus vite que l'adversaire ne s'adapte. Le champ de bataille ne s'arrête plus au moment où les tirs cessent. Il continue sur les écrans. Une position est frappée. En quelques minutes, des fragments circulentent. Fumée à l'horizon. Voix paniquée. Images tremblantes. Elles prouvent qu'un événement a eu lieu. Elles ne prouvent presque rien de ce qu'il signifie. Puis viennent les chiffres. Incomplete. Variable. Amplifié. En quelques heures. Les mots deviennent plus grands que les faits. Catastrophique. Effondrement. Preuve définitive. Et quelque chose de subtil se produit, l'attaque cesse d'être tactique. Elle devient infrastructure émotionnelle. Les groupes armés comprennent cela, leur opération est conçue pour voyager. La visibilité multiplie l'impact. Un clip réduit des années de complexité à une image brutale, et dans un espace déjà associé à la fragilité, chaque nouvel incident semble confirmer un récit préexistant. Mais poser la question « qu'est-ce que cela prouve trop tôt ?» est un piège. Car une société peut perdre confiance plus vite qu'elle ne perd du territoire, et la confiance est invisible, mais fondamentale. Elle détermine si un commerçant reprend la route, si un enseignant rouvre sa classe, si une famille investit dans demain. Dans ces moments, la communication du leadership devient décisive. Pause propagande, pas déni, cohérence. Reconnaître la réalité sans alimenter la panique, corriger les exagérations sans paraître fragile. Montrer des actions mesurables, pas seulement des promesses. Aucune insurrection ne se termine en ligne droite. Les tournants se mesurent en mois, pas en heures. Les tendances comptent plus que les séquences virales.
Et une question silencieuse flotte après chaque choc, le récit s'effondre-t-il plus vite que le système ne se renforce? Car si le récit tombe, le coût devient exponentiel. La génération qui observe cela ne réagit pas comme avant. Elle analyse. La jeunesse africaine, notamment au Sahel, n'a pas découvert l'insécurité hier. Elle a grandi avec elle. Elle a vu des promesses. Elle a vu des interventions étrangères. Elle a vu des cartes changer sans que les villages changent vraiment. Alors quand une attaque majeure surgit et que les écrans crient effondrement, beaucoup ne paniquent pas. Ils évaluent. Le tempo ralentit-il ou s'accélère-t-il? Les corridors sont-ils plus sûrs qu'il y a 2 ans? Les écoles rouvrent-elles durablement? Les marchés fonctionnent-ils au-delà des heures de peur? C'est ici que la figure de Traoré devient un axe narratif. Il incarne une rupture, une souveraineté affirmée sans prudence diplomatique excessive. Cela attire une génération fatiguée des stagnations négociées, mais ce soutien n'est pas inconditionnel. Il repose sur une patience stratégique, pas sur une loyauté aveugle. La turbulence est tolérée si elle produit du progrès mesurable. Moins de répétitions d'attaques coordonnées, plus de présence efficace sur les corridors, une horloge de réponse qui se resserre. Si ces indicateurs évoluent positivement, l'attaque devient un chapitre absorbé dans une trajectoire plus large, mais si les chocs s'accumulent sans recalibrage visible, la croyance s'érode. Et la croyance est une monnaie stratégique. Quand elle chute, le recrutement armé devient plus facile. Quand elle tient, l'espace de manœuvre des groupes se rétrécit. La vraie question n'est donc pas seulement militaire. Est-ce que la tendance change? Ne vous laissez pas piéger par l'excès. Cette attaque n'est ni l'apocalypse, ni un détail insignifiant. C'est un indicateur de stress. Si la réponse devient plus rapide, plus coordonnée, plus structurée, alors cet épisode deviendra une preuve de résilience. Si la réaction reste fragmentée et improvisée, il deviendra un précédent. 2 scénarios se dessinent. Si la pression accélère, la consolidation corridor sécurisée, communication stabilisée, coordination régionale renforcée, alors le test aura durci, le système. Mais si la pression fragilise la cohérence retard répétée, narration confuse. Aux mobilités ennemies intactes, alors le coup s'étendra bien au-delà d'une nuit, car quand l'instabilité devient normale, la peur s'institutionnalise. Et quand la peur s'institutionnalise, elle redessine l'économie, la politique et les choix des jeunes. Alors posez-vous 2 questions. Cette attaque visait-elle à perturber une transition encore en reconstruction, ou est-elle simplement le rythme brutal d'une insurrection enracinée? Et surtout, qu'est-ce qui compte le plus sur le long terme, la posture militaire ou la reconstruction des conditions qui empêchent le recrutement? Partagez votre analyse. Dites d'où vous regardez cette réalité. Et gardez les yeux sur les tendances, pas sur les éclats. Parce que les prochains chapitres ne seront pas annoncés, ils seront préparés en silence.